comme vous l'avez dit, j'interviens avec plusieurs casquettes devant vous, présidente de la sous-commission sécurité et défense, qui étudie l'ensemble des menaces au sein de l'Union européenne et la manière d'y répondre. Des sujets qui sont souvent directement militaires, et c'est naturellement le cas avec la guerre d'invasion russe en Ukraine, ou les missions militaires de l'Union européenne à l'étranger, mais aussi les menaces hybrides. Et puisque j'ai parlé de l'Ukraine, l'Ukraine est un bon exemple d'un pays qui a d'abord été ciblé par des menaces hybrides et qui fait face aujourd'hui à une guerre conventionnelle de haute intensité. Je suis aussi coordinatrice de mon groupe politique Renew Europe au sein de la commission spéciale sur les ingérences qui est présidée par Raphaël Glucksmann. À ce titre, je suis actuellement co-rapporteur du rapport final de la commission spéciale qui se penche plus particulièrement sur les menaces d'ingérence contre le Parlement européen lui-même. Vous avez tous entendu parler du Qatargate, mais d'autres ingérences, en particulier en provenance de Russie et de Chine, sont sur notre radar depuis longtemps. Nous les avons à la fois exposées et nous formulons des recommandations pour nous en protéger. Ces deux casquettes que je viens de décrire vont bien ensemble, et d'ailleurs les deux commissions, celle que Raphaël Glucksmann préside et la mienne, travaillent main dans la main au quotidien. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ces menaces hybrides pour essayer de les décrire et de faire des propositions. Et comme vous l'avez dit, je suis également membre de la délégation aux relations avec la Chine dans le Parlement européen. Je dirais pour commencer qu'il est important de mesurer le rôle des plateformes en général comme outil d'ingérence de puissances étrangères. Toutes les plateformes et différentes puissances étrangères. On l'a vu en 2016 avec l'élection présidentielle américaine. À ce moment, la plateforme qui a été la plus utilisée pour ces ingérences a été Facebook. On l'a vu massivement avec la pandémie de Covid et depuis le début de la guerre d'Ukraine. Ce sont toutes les plateformes qui sont le relais d'opérations de manipulation de l'information. On risque de le voir encore davantage l'année prochaine. 2024 est une année d'élection dans beaucoup de pays. Elle commence en janvier par Taïwan, qui a le privilège, si j'ose dire, d'ouvrir le bal. Mais nous aurons également des élections au Royaume-Uni, en Ukraine, en Russie, des élections européennes et pour terminer, l'élection présidentielle américaine. Et nous avons vu, j'ai parlé de l'élection présidentielle américaine de 2016, on peut parler du référendum sur le Brexit, que ces consultations électorales sont fragiles, vulnérables à des ingérences étrangères. S'agissant des ingérences chinoises, je dirais qu'elle s'est lancée dans les ingérences avec enthousiasme et avec le poids que lui confère sa puissance économique, en apprenant des méthodes russes et en apprenant vite. Tout d'abord, peut-être un rappel, l'ingérence et la manipulation de l'information font partie de la doctrine militaire chinoise elle-même, qui distingue l'existence de 3 types de guerres qui peuvent être menées par des moyens non militaires: la guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et ce qu'on appelle le lawfare. Je me référerai aussi à un article de China Daily qui date de décembre 2020, donc qui est récent. Et on sait que China Daily n'écrit que ce qui est autorisé. Et il écrit « Les médias numériques chinois et russes devraient combattre ensemble les attaques et les provocations des pays occidentaux et mettre en place un environnement international sain, je cite, s'agissant de l'opinion publique. » Nous voilà donc prévenus. Les ingérences de la Chine sont maintenant bien établies. Elles passent par diverses méthodes, qu'il s'agisse de la capture d'élites, de l'intrusion via des coopérations universitaires et scientifiques, du contrôle des diasporas chinoises à l'étranger, des cyberattaques, du financement des activités de certains think tanks. J'y reviendrai naturellement si vous avez des questions. Mais le monde de l'Internet est un terrain de jeu des ingérences chinoises là aussi. Le paradoxe, c'est que Pékin exerce un contrôle social total sur l'Internet en Chine, où les plateformes occidentales sont bannies et où les plateformes chinoises sont ultra surveillées. Mais à l'étranger, si j'ose dire, il s'agit d'une activité débridée. Pendant le Covid, la désinformation sur l'origine du virus
ou sur l'efficacité des vaccins a souvent été made in China, avec des moyens considérables, ce qu'on appelle par exemple l'armée des 50 centimes, c'est-à-dire au moins 2 millions de personnes qui en Chine sont rémunérées pour intervenir sur les réseaux sociaux. Ces 2 millions de personnes, on peut y ajouter 20 millions de ce que j'appellerais des trolls à temps partiel. Là aussi, si vous le souhaitez, j'y reviendrai plus en détail. Même les comptes officiels du ministère des Affaires étrangères chinoise, le Waiqiaobu, se sont fait les relais de sites complotistes douteux, par exemple The Grey Zone. Vous vous souvenez de l'intoxication qui voulait que le virus du Covid ait été créé en laboratoire aux États-Unis à Fort Detrick. C'est un certain manque d'imagination, puisque la même désinformation avait été utilisée par la Russie des années auparavant pour accuser les États-Unis d'être à l'origine du virus du sida. Décidément, Fort Detrick intéresse beaucoup de monde, et si vous tapez Fort Detrick sur un moteur de recherche, vous trouverez en priorité de la désinformation chinoise. C'est ce qu'on appelle l'usage des data void, s'emparer d'un sujet qui a été peu traité et le saturer avec de la désinformation. Je citerai aussi, toujours sur le Covid, l'invention d'un biologiste suisse imaginaire nommé Wilson Edwards, qui aurait là aussi eu des révélations à faire sur le Covid. La Suisse a eu beau protester que ce biologiste n'existait pas. Ses propos ont été repris par des comptes officiels chinois. Depuis le début de la guerre d'Ukraine, la désinformation d'origine chinoise ne s'est pas démentie. Elle reprend systématiquement le narratif de la Russie. Ce n'est pas une surprise compte tenu du partenariat sans limite que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont conclu ensemble. Alors sur TikTok, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que c'est un instrument qui permet toutes sortes de manipulations. C'est le cas d'autres plateformes, mais il y a quelques spécificités chinoises qui doivent nous alerter. Tout d'abord, le format même des vidéos courtes de TikTok qui permet d'engranger très vite énormément de données sur les utilisateurs de la plateforme, des données personnelles qui sont rapatriées en Chine. Et on sait que des employés de TikTok y ont accès, puisque même TikTok a dû le reconnaître. Notamment les données de journalistes qui enquêtaient précisément sur TikTok ont été aspirées. C'est donc possible et c'est même obligatoire puisqu'on connaît la loi de 2017 sur la cybersécurité en Chine. Au-delà, c'est un outil d'influence qui émane d'un État autoritaire qui ne nous laisse donc voir que ce qui est validé et pas ce qui ne l'est pas. C'est un outil de propagande d'une part et de censure d'autre part. Propagande massive avec des influenceurs qui répètent les mêmes éléments de langage sur la plateforme et en revanche des contenus interdits lorsqu'ils risqueraient de déplaire aux autorités de Pékin, en particulier sur ce qui relève des droits de l'homme en Chine. On sait aussi la présence de cellules du Parti communiste dans toutes les entreprises chinoises, y compris dans ByteDance, la maison mère de TikTok. Et on se souvient des mésaventures de Jack Ma à la tête d'Alibaba qui prouvent que le patron d'une entreprise dite privée, mais de la tech en Chine, est soumis à de fortes pressions politiques. C'est la raison pour laquelle dans l'Union européenne, nous nous sommes dotés de réglementations qui, elles, couvrent toutes les plateformes et pas seulement des plateformes chinoises, sont une vision transversale, j'y reviendrai là aussi si vous le souhaitez, essentiellement le RGPD et le DSA. Pour répondre aux questions que vous m'avez posées, Madame la Présidente, est-ce que nous avons fait l'objet de pression au sein de la délégation pour les relations avec la Chine depuis les décisions prises dans l'Union européenne et notamment au Parlement d'interdire TikTok sur les outils professionnels des personnels du Parlement européen? Je dirais que la Chine se fait peu d'illusions sur notre délégation, au point que son président, Rainer Bütikofer, fait partie des personnes sanctionnées par la Chine, de même que Raphaël Glucksmann, que la sous-commission des droits de l'homme. Je crains d'être l'une des rares personnes qui m'expriment pour dénoncer le régime chinois à ne pas être sanctionnée, non pas que je le réclame, mais c'est presque vexant. C'est presque vexant. Peut-être est-ce parce que, ou peut-être parce que j'étais membre du gouvernement d'Emmanuel Macron et que le couperet s'est arrêté juste avant moi. Je ne sais pas et je ne fais pas d'interprétation des pensées profondes du régime de Pékin.
Nous avons peu de dialogue avec l'ambassade de Chine. En revanche, ce que je relève, et là aussi j'y reviendrai plus en détail si vous le souhaitez, c'est la montée en puissance du lobbying de TikTok aux États-Unis, bien sûr. On l'a vu au moment de l'audition du patron de ByteDance au Congrès américain. À Bruxelles, en parallèle, mon groupe politique a d'ailleurs demandé au patron de TikTok de venir être auditionné au Parlement européen. Nous n'avons pas de réponse pour le moment. Sur les dangers de sécurité de TikTok, je crois les avoir rapidement évoqués. Le fait que rien ne permet de s'assurer aujourd'hui que les données personnelles des utilisateurs, et notamment d'utilisateurs qui seraient, je dirais, des hauts potentiels politiques ou des décideurs, sont protégés par la plateforme. La plateforme nous assure que jamais elle n'a rien transmis aux autorités chinoises. Les autorités chinoises nous promettent que jamais elles n'ont rien demandé, mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et l'autorité de contrôle irlandaise a déclenché 2 enquêtes sur des violations possibles du RGPD par TikTok. Donc première préoccupation. Deuxième préoccupation, je l'ai dit, outil d'influence, de désinformation. Je relèverai simplement que le groupe Wagner est présent sur TikTok et n'est pas sanctionné, que par ailleurs, tout ce qui risque de déplaire à la Chine en est absent. Cela suffit à le voir comme une arme d'influence de la Chine à son profit dans nos démocraties. Merci Madame la Présidente et merci à l'ensemble de la Commission pour l'invitation. Quelques mots d'abord sur la Commission spéciale sur les ingérences étrangères. Dès le début de notre mandature, j'ai demandé la création d'une telle commission parce qu'il me semblait que nous faisions preuve d'une naïveté confondante à l'égard de régimes, en particulier de régimes autoritaires, qui s'ingéraient dans nos élections, dans notre débat public, dans notre vie publique, et qui n'étaient jamais ni sanctionnés, ni même confrontés. Et qu'il fallait, si nous voulions être sérieux dans la défense de notre souveraineté et de notre sécurité et de nos démocraties, eh bien d'abord établir un diagnostic général, savoir qui nous attaque, comment, quelles sont les failles de nos systèmes de défense et sur la base de ce diagnostic général, eh bien, émettre des recommandations pour mieux protéger nos démocraties et mieux faire face à ces attaques. Cette commission, elle a été finalement créée en septembre 2020. Et depuis, nous travaillons, d'ailleurs main dans la main avec Nathalie Loiseau et avec la plupart des groupes politiques du Parlement. Nous avons un fonctionnement très transpartisan dans cette commission parce qu'il en va de la défense de notre bien commun, qui est la démocratie, et qui est le cadre, si vous voulez, de l'expression de nos dissensus sur le reste. Mais ce cadre-là, il est menacé. Et on a pu finalement comprendre que ces ingérences, elles utilisent différentes méthodes, et je vais entrer dans le détail ensuite, mais les différentes méthodes, c'est la capture des élites, et notamment des élites politiques, mais pas seulement, notamment le fait que la Chine et la Russie soient devenues, au fil des années, les pourvoyeurs de retraites dorées de nos élus, de nos gouvernants ou de nos responsables d'institutions. Vous connaissez tous le cas de Gerhard Schröder, évidemment, pour Gazprom, mais il faut comprendre que ça a une influence énorme, parce que Gerhard Schröder ensuite a piloté finalement le revirement de la politique énergétique allemande, donc européenne, tout cela au service de Gazprom, et qui n'était pas le seul, et qui a même un terme qui a été inventé en Russie qui s'appelle la Schröderisatia de la classe politique, c'est-à-dire la transformation de la classe politique européenne en supermarché. Et les Chinois, évidemment, se sont largement inspirés des pratiques russes sur cette question. La capture des élites, donc, la manipulation de l'information pour influencer notre débat public, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas uniquement, les investissements dans nos secteurs stratégiques, le financement de mouvements politiques, ou d'ONG, de think tanks, qui reposent sur l'absence de transparence dans beaucoup d'États membres. Bref, toute une panoplie d'outils qui sont utilisés pour 2 finalités, et là on distingue les différents types d'ingérences. Il y a ce que j'appellerais les ingérences dites classiques, c'est-à-dire qu'un État étranger
décide d'utiliser des outils d'influence pour faire en sorte que soit on prenne des décisions qui lui sont favorables, soit on s'abstienne d'émettre des critiques, et soit on signe des accords qu'il juge extrêmement bénéfiques. Ça, c'est finalement une ingérence classique qui a toujours existé. Et c'est notamment le cas du Maroc et du Qatar sur la question du Qatargate ou du Marocgate, c'est-à-dire on va utiliser la corruption pour obtenir une décision favorable ou une absence de critique à l'égard du Qatar ou du Maroc. Il y a une autre forme d'ingérence. Cette autre forme d'ingérence, elle ne vise pas tant à pousser l'intérêt de l'État qui s'ingère, mais à déstabiliser nos démocraties. Et cette autre forme d'ingérence, elle était d'abord portée par la Russie. Elle a quasiment été façonnée, inventée par la Russie. Cette ingérence, elle vise au chaos. Par exemple, c'est pas faire la pub de la Russie sur les réseaux sociaux. C'est soutenir les pôles les plus extrêmes du débat public dans nos pays dans le but de rendre notre débat public chaotique. C'est par exemple le fait que les campagnes russes, on en a disséqué ensemble des dizaines, puissent soutenir les campagnes des trolls russes de l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, par exemple, puissent soutenir à la fois les indépendantistes catalans et les ultranationalistes castillans, les deux pôles les plus opposés du débat public en Espagne. À la fois Black Lives Matter et All Lives Matter. À la fois les gens qui dénoncent les violences policières en France et les gens qui demandent qu'on tire dans la foule. Les deux en même temps. Donc il n'y a pas de principe de contradiction. Là, le but est la déstabilisation et la radicalisation permanente du débat public dans les démocraties occidentales. Pendant longtemps, la Chine, puisque c'est l'objet de la commission et de l'audition, la Chine était plutôt dans une forme d'ingérence classique, même si massive, et il y a eu des moments de bascule. Et depuis la pandémie, il semble désormais évident que la Chine a adopté le modèle russe. Et d'ailleurs, quand on doute, c'est une aparté, mais quand on doute de la solidité de l'alliance entre Pékin et Moscou, il suffit en fait de voir sur le terrain de la guerre hybride, quelles sont les attitudes des uns et des autres pour comprendre que cette alliance, pour le moment, est absolument solide. C'est-à-dire que les narratifs, comme Nathalie vient de le dire, les narratifs russes sont totalement repris, poussés par les agents chinois, et finalement, il y a une conjonction parce qu'il y a un objectif commun qui est la déstabilisation de nos démocraties et l'affaiblissement des institutions européennes. C'est une évidence quand on part du terrain, des actions, pas quand on part nécessairement des discours qui sont tenus, même si les discours vont dans le même sens. La question des ingérences chinoises, il y a une spécificité par rapport à la Russie même, c'est-à-dire que les Russes ont clairement développé des techniques plus avancées et ont un objectif chaos encore plus assumé, mais il y a des spécificités. Par exemple, vous avez posé la question du lobbying ou des pressions. Moi, ce qui me frappe au Parlement européen ou dans les institutions européennes ou dans le débat public en général, quand vous êtes un décideur, dans les institutions nationales aussi, c'est que le gouvernement chinois n'a pas tant besoin que ça d'engager des lobbyistes. Pourquoi ? Parce que la Chine, contrairement aux autres pays là par contre, peut compter sur le travail des entreprises européennes. Et là, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu tellement dépendant du marché chinois et de l'appareil productif chinois que nos grands groupes, parce qu'ils dépendent de la Chine, deviennent, si vous voulez, des lobbyistes, des ambassades bis du gouvernement chinois. Et donc quand on doit prendre une décision sur le marché intérieur, sur le bannissement des produits de l'esclavage, sur même l'accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine, eh bien, les gens qui défilent dans nos bureaux sont beaucoup plus les représentants de Volkswagen que du gouvernement chinois lui-même. Parce que finalement, les intérêts sont conjoints et qu'il y a une forme de pacte faustien entre ces grands groupes et le Parti communiste chinois. Ça peut sembler bizarre sur le papier, mais c'est comme ça que ça se fait dans les couloirs du Parlement européen. Et donc, pour comprendre les ingérences chinoises, il faut comprendre la dépendance aussi européenne vis-à-vis de la Chine, et les deux sont intimement liés. Pourquoi c'est un problème que, par exemple, des ministres, d'anciens ministres français, aillent travailler pour Huawei, alors que ce serait sans doute moins un problème s'ils allaient travailler pour une entreprise norvégienne ou brésilienne ? Bien parce que, en Russie comme en Chine,
la notion de grande entreprise privée n'est pas du tout la même que chez nous. Et ByteDance n'est pas une entreprise privée comme on l'entend ici. Bien sûr que c'est une entreprise privée sur le papier, mais en Russie comme en Chine, il est impossible pour une entreprise qui dépasse une taille critique d'échapper au contrôle du régime politique. Et donc, quand vous avez une taille plus que critique, comme ByteDance, eh ben vous êtes soumis non seulement à la loi de 2017, qui soumet les acteurs, tous les acteurs institutionnels, privés y compris, aux exigences de sécurité nationale émises par le Parti communiste chinois, mais vous êtes aussi soumis aux diktats politiques, plus que légal, créé par un écosystème qui soumet l'ensemble des acteurs privés aux objectifs affichés par le pouvoir politique. Et vous êtes aussi soumis dans la structure de propriété. Vous connaissez tous la pratique des golden shares du Parti communiste chinois, donc la présence dans les instances de décision des entreprises privées, des représentants du Parti communiste chinois. Et ça pose un problème terrible parce qu'en fait, quand on parle de naïveté européenne, c'est que pendant très longtemps, on a dit mais enfin, où est le problème? Il s'agit d'entreprises privées. Pourquoi ne pas confier la 5G à Huawei? C'était ça le débat en Europe. Si l'offre est la meilleure, laissons les logiques du marché décider. Le problème, c'est que, en fait, quand vous avez un acteur qui, à l'intérieur, n'applique pas les logiques du marché, appliquer les pures logiques du marché chez vous, c'est mettre en danger votre sécurité nationale et laisser la pénétration étrangère saper les bases de votre souveraineté. Et donc, si on en vient spécifiquement à la question de TikTok, Nathalie Loiseau a déjà évoqué les risques, mais il y a un événement quand même, enfin les TikTok Leaks, qui ont montré à quel point l'accès à l'information était non seulement possible, mais réalisé pour les services chinois. Parce qu'en fait, la question des serveurs, bien sûr que la question de la location, enfin le lieu des serveurs est extrêmement importante. Mais en réalité, mettre les serveurs en Europe ne changera rien. Parce qu'il y aura toujours un accès, c'est la question de l'accès le problème. Et la question de l'accès par les autorités chinoises aux serveurs, même s'ils sont placés en Europe, eh bien, elle n'est pas résolue, cette question-là. Et nous savons qu'il y a donc grâce à Celix, mais ensuite ça a été reconnu même, qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, enfin des intrusions qui ont été faites. Et donc il y a la question des données. Il y a aussi la question... Une question simple, pourquoi est-ce qu'une entreprise qui a une application qui est aussi perfectionnée techniquement, technologiquement, n'a pas d'identification multifacteur? Ça, c'est une vraie question que posent tous les services de sécurité, enfin, même ceux du Parlement. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé des facilités de pénétration qui n'existent pas nécessairement dans les autres applications. Et donc, il y a un risque là de TikTok. Ensuite, il y a le risque que tu as évoqué de la désinformation sur TikTok. Et là-dessus, il y a des études qui ont été faites. Et TikTok était moins prompt, par exemple, si on prend les midterms aux États-Unis, à lutter contre les phénomènes de désinformation qui devenaient viraux que d'autres comme Meta ou YouTube, même si, encore une fois, franchement, il n'y a aucune plateforme qui est vraiment très exemplaire là-dessus. Mais dans le cas de TikTok, c'était jugé encore plus faible. Donc en fait, il y a une conjugaison de risques. Et donc la question qui se pose à nous, c'est que finalement, on doit tirer les leçons de l'absence de prise en compte des risques. Vous savez, pendant très longtemps, on a cru que laisser des stocks stratégiques gaziers allemands sur le territoire allemand à Gazprom, c'était finalement c'était un jeu du marché, c'était pas très dangereux. La réalité, c'est qu'au lendemain de l'invasion totale de l'Ukraine, quand M. Habeck, ministre allemand, découvre que les stocks gérés par Gazprom en Allemagne ont été vidés pendant les 6 mois qui précédaient la guerre, ce qui veut dire que nous, Européens, sommes contraints d'augmenter nos importations en pleine guerre d'énergie de Russie, eh bien, on se rend compte qu'on a été naïf. Donc là, l'enjeu, c'est de ne plus prendre ce type de risque. L'enjeu, c'est de placer les considérations de sécurité et de souveraineté au-dessus des pures logiques de marché. Et gardez en tête dans vos travaux
encore une fois, la spécificité des régimes. C'est fondamental. Vous avez, en Chine et en Russie, des régimes tout-puissants qui font que les structures privées leur obéissent et que donc, quelque chose qui est pareil sur le papier qu'en Europe ne donne pas du tout les mêmes résultats et ne se traduit pas du tout de la même manière. Et voilà, sinon je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Je vais d'abord donner la parole au rapporteur Claude Malhuret pour compléter par une série de questions, j'imagine. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à tous les deux d'abord d'avoir accepté notre invitation et puis de cet exposé, de ces deux exposés préliminaires tout à fait pertinents et intéressants. Je voudrais vous dire qu'on se réjouit de vous recevoir aujourd'hui pour différentes raisons, mais je voudrais particulièrement, je pense que c'est inutile pour les membres de cette commission, mais attirer l'attention, je suppose que tout le monde est au même niveau d'information que moi, sur les deux ouvrages que vous avez récemment publiés, Nathalie il y a quelques mois et Raphaël Glucksmann plus récemment, et qui nous paraissent tout importants et qui sont très en relation et corrélés avec ce dont nous nous occupons aujourd'hui dans cette commission. Laurence Rossignol citait tout à l'heure Raphaël Glucksmann, d'ailleurs il s'est exprimé lui-même là-dessus, sur le thème de la naïveté confondante, de l'indolence et de la légèreté des démocraties occidentales par rapport à tous les problèmes posés par les régimes totalitaires aujourd'hui et les régimes dictatoriaux. C'est évidemment une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité demander au Sénat de se prononcer sur l'établissement de cette commission. Je suis heureux qu'il l'ait fait, mais bien entendu, je vous rejoins. Je voudrais juste citer une anecdote que Catherine Morin-Ducelli se rappellera très probablement. En ce qui concerne la naïveté, j'ai proposé en 2008, dans la commission de la culture, où était reçu le ministre Cédric O, d'interdire en France, 2018, oui, je crois. Je crois que j'ai dit 2018, pardon, merci, d'interdire RT et Sputnik. Cédric O a levé les bras au ciel en disant que nous n'étions pas des dictatures et que c'était un problème de liberté d'expression. J'ai eu beau lui dire que la liberté d'expression s'appliquait aux médias, mais pas obligatoirement aux officines de désinformation issues du directeur AD du FSB. Mais je n'ai pas eu gain de cause et je suis passé pour celui qui luttait contre la liberté d'expression. Le 24 février, la naïveté, c'est un petit peu... 24 février 2022, la naïveté s'est un petit peu abaissée. Et enfin, on a supprimé ces organes de propagande. Je voudrais vous poser quelques questions, pas trop, parce que je pense que mes collègues en ont beaucoup d'autres. La première question, c'est la Commission européenne, puis le Parlement européen, puis un certain nombre de gouvernements, après les États-Unis et le Canada, mais de gouvernements européens, ont décidé d'interdire à leurs fonctionnaires le téléchargement de l'appli TikTok. Je dirais, c'est à la fois trop et pas assez. Parce que ou bien on considère qu'il y a un danger de TikTok, et dans ces conditions, on interdit tout simplement comme RT et comme Sputnik pour des raisons d'espionnage, de transfert de données, etc. Et on recommande au gouvernement européen de l'interdire purement et simplement. Ou bien... il n'y a pas de raison évidente de l'interdire aux fonctionnaires si on ne dit pas pourquoi. Or, et c'est là que s'ouvre la boîte de Pandore, la Commission européenne n'a pas du tout expliqué, si ce n'est de façon allusive sur les transferts de données, sans doute pour ne pas vexer le gouvernement chinois en parlant d'espionnage, mais pour le moment, la Commission et les gouvernements européens ont interdit à leurs fonctionnaires le téléchargement de l'application, et encore à leurs fonctionnaires régaliens pour la plupart, et pas à tous les fonctionnaires, sans donner de raison.
Alors, ma première question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez, ou quelqu'un au Parlement ou à la Commission, a posé la question? Et nous comptons bien la poser, si on n'a pas de réponse d'ici là, aux responsables de la Commission européenne, aux commissaires européens. Pourquoi a-t-on interdit le téléchargement de l'application aux fonctionnaires? Et pourquoi ne dit-on pas pourquoi? Donc ma question c'est, est-ce qu'au sein de la Commission européenne et du Parlement, cette question a été posée et est-ce que vous avez eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu des réponses de la part des responsables de la Commission européenne ou du Parlement? La deuxième question, oui, et d'ailleurs, je voudrais rajouter une chose pour la petite histoire, c'est qu'alors que la Commission, le Parlement et tous les gouvernements européens ont interdit le téléchargement de l'application TikTok à leurs fonctionnaires, le gouvernement français, qui évidemment n'est pas n'importe quel gouvernement et qui a toujours ses spécificités, n'est-ce pas, y compris par rapport aux relations avec nos alliés, ne s'est pas contenté d'interdire l'application TikTok sur les smartphones de leurs fonctionnaires, mais a interdit le chargement de plusieurs applications récréatives, dont Netflix, dont je ne me rappelle plus lesquelles, etc. Donc je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, parce que est-ce que vous pensez que cette décision a été justifiée, l'interdiction de télécharger Netflix sur les smartphones, ou est-ce que vous pensez qu'à quelques jours de la visite, puisque cette décision a été prise il y a une quinzaine de jours, qu'à quelques jours de la visite du président Macron en Chine, c'était destiné à ne pas cibler plus particulièrement une application et une plateforme chinoise? Ma question suivante, vous l'avez un peu abordé, c'est que TikTok, évidemment, nous assure qu'il n'y a aucun lien avec la Chine, avec le gouvernement chinois, etc. Et que d'ailleurs, le capital aujourd'hui est réparti et largement majoritairement non chinois. Et il explique d'ailleurs que la preuve, c'est que le siège est aux îles Caïmans. Moi, si j'étais à leur place, je ne prendrais pas comme exemple de transparence le fait d'avoir établi mon siège aux îles Caïmans, parce que ça va être un petit peu compliqué de savoir s'ils disent la vérité dans cette répartition du capital. Mais quoi qu'il en soit, ils disent qu'il n'y a pas de lien avec le gouvernement chinois et la maison mère, ce que nous appelons la maison mère, mais qu'ils n'appellent pas la maison mère ByteDance, n'est pas majoritaire dans le capital. Alors, cette déclaration qui a été répétée d'ailleurs au Congrès lorsque Zhu Zhichu a été auditionné par les membres du Congrès américain, est directement contredite par le gouvernement chinois, probablement d'ailleurs à son insu ou sans l'avoir voulu, puisque lorsque les Américains suggèrent de vendre, que l'application TikTok soit vendue à des sociétés américaines pour ne plus avoir les risques inhérents à la situation actuelle, le gouvernement chinois dit « il n'en est pas question, nous ne vendrons jamais TikTok, nous ne laisserons jamais TikTok vendre », ce qui est la preuve même que c'est bien le gouvernement chinois qui mène le jeu, si je peux dire. Donc je voulais vous demander si vous avez, au-delà des deux facteurs qui sont évidemment ceux de toutes les grandes sociétés chinoises. D'abord, ceux d'avoir à répondre à la moindre demande du service de renseignement chinois. Deuxièmement, d'avoir une cellule du PC chinois dans le... Mais ce n'est pas le cas de TikTok directement. Est-ce que vous avez... quel est votre sentiment de façon plus précise sur les rapports entre la société, non pas entre la société ByteDance, mais entre la société TikTok elle-même et le gouvernement chinois? Est-ce que par un moyen ou par un autre, ou par des successions de moyens, il est important pour nous d'établir le degré, moi je suis assez persuadé que le degré est assez fort, mais d'établir de façon la plus précise possible le degré d'affiliation de ces sociétés au gouvernement et au Parti communiste chinois. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Je voudrais vous poser une question sur... vous en avez parlé aussi, donc, sur l'établissement de serveurs en Europe. Le projet Texas aux États-Unis et le projet Clover en Europe. Je ne vais pas vous poser une question technique, parce que la question technique, nous l'avons d'ailleurs déjà posée à des informaticiens, à des sociétés spécialisées. Il nous paraît, d'ailleurs, à la suite de ces auditions, assez évident que le projet Clover... D'abord, il est question d'installer les serveurs dans 2 pays européens qui sont très particuliers. Le premier, c'est l'Irlande, qui, pour des raisons fiscales, etc., ne joue pas systématiquement le jeu de l'ensemble des autres pays européens. Et le deuxième, c'est la Norvège, qui n'est pas un pays européen, au sens qu'il n'appartient pas
à l'Union européenne, ce qui déjà pose des problèmes sur le choix de ces deux pays. Il paraît évident, à la suite des auditions que nous avons eues, qu'il n'est pas possible d'éviter les portes dérobées et que, comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, à partir du moment où les données doivent être traitées, un certain nombre de données doivent être traitées en Chine par des ingénieurs chinois, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Mais la question que je voulais vous poser n'est pas une question technique, c'est une question politique, puisque vous êtes là à titre politique. Quelle est aujourd'hui, au sein du Parlement et de la Commission européenne, la sensibilité sur le fait d'accepter ou non, de recommander ou non le projet Clover? Est-ce que vous pensez que la Commission européenne est susceptible d'accepter ce projet, de le recommander? Il est d'ailleurs particulièrement opaque même à ce stade. Quel est votre sentiment sur que sera la position demain du Parlement européen et de la Commission européenne sur le projet Clover? La question suivante est celle de l'interdiction ou de la régulation. Moi, depuis qu'on a créé cette commission, il y a des tas de journalistes qui viennent nous voir. Et la première question qu'ils posent, c'est « Alors, est-ce que vous allez interdire TikTok ?» Nous, on ne se pose pas la question comme ça. On se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que c'est TikTok, qu'est-ce qu'il y a dans ce mécanisme, d'essayer de l'ouvrir un peu et ensuite d'en tirer des conclusions qui peuvent être de toute nature. On n'est pas là, on n'a pas créé cette commission pour dire on va interdire TikTok. Mais il n'en reste pas moins que sur ce sujet se pose d'ores et déjà, avant même toute conclusion, deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de la réciprocité. Est-ce que vous pensez qu'il est possible durablement que les plateformes occidentales soient interdites purement et simplement en Chine et qu'en contrepartie, la Chine fait ce qu'elle veut, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les plateformes occidentales et qu'en plus, les Occidentaux laissent la Chine développer n'importe quelle plateforme parce que TikTok n'est pas la seule. Peut-être, à mon avis en tout cas, WeChat qui ne s'adresse pas à nous, mais qui s'adresse à toutes les communautés chinoises dans le monde entier, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement énorme, et qui est peut-être de ce point de vue-là plus problématique que TikTok. Nous laissons tout cela. Voilà. Alors, première question, est-ce qu'à titre non pas de menace, d'espionnage ou autre, de transfert de données, mais à titre d'équilibre politique et commercial, est-ce qu'il vous paraît normal et est-ce d'être dans cette situation et qu'est-ce que vous recommanderiez de ce point de vue-là? Le deuxième point par rapport à interdiction ou régulation, si on dit on n'interdit pas TikTok à la fin de la conclusion et qu'il faut probablement envisager à ce moment-là le problème de la régulation, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le DMA, le DSA, je crois que Nathalie en a dit deux mots tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le DMA et le DSA sont des outils suffisants pour réguler d'ailleurs pas seulement TikTok mais d'autres plateformes, mais nous on s'occupe de TikTok, ou est-ce que vous pensez, et est-ce que le Parlement européen et la Commission sont aujourd'hui en train de se pencher, d'ores et déjà, parce que les choses évoluent évidemment beaucoup plus rapidement que le législateur à chaque fois, sont déjà en train de se pencher sur les futures nécessités de la régulation par rapport à ces plateformes, et notamment par rapport à TikTok. Et enfin, je voudrais vous poser une dernière question. Aucune plateforme n'est exemplaire sur le plan des données, de l'algorithme, disait Raphaël Glucksmann tout à l'heure. Le Sénat français a voté il y a 2 ans, et là aussi mes collègues s'en souviennent sans doute, contre l'avis du gouvernement, un amendement à la loi sur le séparatisme qui disait la chose suivante. C'est un amendement que j'avais proposé, dont je n'avais jamais pensé qu'il serait voté, et qu'il a été à l'unanimité contre l'avis du gouvernement, disant toute plateforme qui... je ne me rappelle plus les termes exacts, mais qui catégorise sa diffusion d'informations à partir d'algorithmes ou d'autres
traitement informatique analogue, entraîne un choix et qui se prétend hébergeur, et qui dit je ne suis pas un éditeur, puisque je ne me contente de diffuser. C'est d'ailleurs tout le lobbying des GAFAM à Bruxelles qui dépensent des milliards pour essayer d'éviter qu'on les désigne comme producteurs et non pas comme hébergeurs. Donc toute plateforme qui fait de la curation au sens anglais du terme, c'est-à-dire qui trie les informations, que ce soit à partir d'algorithmes ou à partir d'autres outils informatiques, détermine par là même une ligne éditoriale et devient de facto un éditeur et non pas un hébergeur. Et de ce point de vue-là, et comme le dit Thierry Breton, ce qui est interdit offline doit être interdit online, et la modération doit se faire préalablement et non pas ex post. L'avis du gouvernement était par le même ministre et pour les mêmes raisons, celui de la liberté d'expression contraire, mais le Sénat l'a voté à l'unanimité. Évidemment, il n'est jamais passé à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous demander ce que vous pensez sur cette distinction entre éditeur et diffuseur, et si vous pensez qu'on peut longtemps continuer avec des plateformes, pas seulement TikTok, mais des plateformes qui continuent sur ce thème de pouvoir diffuser à peu près ce qu'elles veulent, modérer avec une insuffisance criante et encore plus insuffisante chez TikTok que chez les autres, ou s'il va falloir quand même, et notamment au niveau européen, régler cela. Je vous remercie. Je m'excuse à mon tour d'avoir été sans doute plus long que je ne le souhaitais. Je vais vous donner la parole dans un instant. Après, on prendra les questions, parce que, comme le président Maluret a déjà bien été fourni dans ses questions à votre égard, moi, je voudrais en rajouter peut-être une à cet instant. J'avais la même question sur la réciprocité. Elle a été abordée par le président Maluret. J'en avais une, effectivement, vous allez peut-être y répondre, c'est comment on identifie la nationalité de TikTok. Voilà, mais je crois que nous allons la poser. Et enfin, il y en a une autre, c'est quel est l'accès des Chinois à TikTok ? Est-ce que les Chinois ont un accès comment les Chinois, qu'est-ce que les Chinois voient sur TikTok, voilà. Et enfin, sur hébergeur-diffuseur, je confirme et j'appuie la question dans la mesure où pour travailler sur la diffusion des contenus pornographiques, nous avons exactement le même problème sur les contenus pornographiques. Et si vous avez un mot à nous dire sur TikTok et les contenus pornographiques, nous sommes au moins 2 à être preneuses et probablement tous nos collègues aussi. 3, enfin bon, tous les collègues présents dans la salle. Qui commence ? Je vais essayer d'être très rapide et de toute façon, ce qui est bien, c'est que je peux compter sur Nathalie pour être exhaustive derrière. Aujourd'hui, les mesures qui sont prises, c'est la vraie question. Pourquoi et pourquoi il n'y a pas de pourquoi ? Pourquoi elles ne sont pas expliquées ? Et ensuite, je m'exprimerai sur Netflix. Alors nous, on a reçu une note confidentielle, je pourrais la partager, mais je n'ai pas le droit de le faire publiquement, qui explique les risques. Elle n'a pas été communiquée publiquement. Et alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté d'expliquer publiquement pourquoi on cible spécifiquement TikTok. C'est de toute façon une mesure de précaution. C'est-à-dire que c'est fondé sur l'idée de risque. C'est pas fondé sur des preuves d'espionnage avérées, même s'il y en a. Ces risques sont conséquents et le fait de ne pas les partager, à mon avis, est problématique politiquement, démocratiquement, et relève d'une politique européenne depuis longtemps qui est de ne pas antagoniser la Chine. Et je pense que cette politique est portée à sa quintessence avec la décision du gouvernement français sur Netflix. Parce que tout ce que nous, on essaye d'expliquer dans la commission spéciale, c'est quand même que oui, il faut des critères objectifs et généraux. Il ne s'agit pas de faire comme les Américains et de cibler à chaque fois spécifiquement la Chine, le gouvernement chinois, une région en Chine. Mais
il s'agit quand même pas non plus de faire semblant que Netflix et TikTok posent les mêmes problèmes. Et je pense que c'est d'ailleurs une faille dans le raisonnement européen que l'on retrouve à chaque étape de notre commission spéciale. Je vais m'expliquer. L'absence de volonté ou la volonté de ne pas faire de liste, par exemple, d'entités problématiques pour notre souveraineté et notre sécurité, conduit à des réflexions parfois lunaires parce qu'elles s'imposent un caractère universel et indistinct dans les cibles. Comment faire pour réglementer je vais prendre un exemple qui n'est pas la question des plateformes et vous allez comprendre ce que ça produit en fait comme type de réflexion. Comment faire pour réglementer les travaux que des sénateurs ou des députés ou des ministres vont faire après leur mandat ou leur rôle? On est là dans une réflexion, en particulier après le Qatargate, qui est extrêmement intense. Et on parle de cette cooling off période, de cette période de refroidissement où chacun devra s'abstenir d'aller travailler pour tel ou tel intérêt privé. Le problème, c'est que travailler pour Gazprom et travailler pour une entreprise norvégienne de bois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est traité de la même manière. Donc là, on a un peu un problème, c'est-à-dire que les services de sécurité, ils vont nous alerter sur Gazprom, plus que sur la question de l'entreprise de bois en Norvège. Mais si on traite tout de manière universelle, si on ne fait pas spécifiquement quelque chose sur Gazprom, eh bien, on va se retrouver très rapidement dans des discussions qui peuvent conduire à des apories. Parce que, en gros, si on interdit à tout officiel ou à tout serviteur de l'État d'aller travailler dans une entreprise privée toute sa vie, on va avoir un problème de recrutement dans les entreprises, enfin dans l'État, et voilà, il y aura plus que des fonctionnaires. Et je comprends qu'il y aurait quand même une forme d'insurrection morale face au fait qu'on paye toute leur vie des gens parce qu'ils ont été ministres pendant un an. Ça poserait problème. Et donc, en même temps, on ne peut pas les faire mourir de faim non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on se décide à faire en sorte qu'un ministre de la Défense ne puisse pas aller travailler pour un fonds, pour la Chine ou pour la Russie, alors qu'il pourrait tout à fait aller travailler pour la Norvège, enfin pour une entreprise norvégienne, ça ne nous poserait pas le moindre problème. Donc, il y a une mesure de précaution et qui, quand elle est étendue à Netflix, perd un peu de son sens à mon humble avis, si vous voulez que je vous réponde franchement. Quand le gouvernement chinois, mais vous avez mis dans la question la réponse, quand le gouvernement chinois dit « nous ne laisserons pas faire », ça veut dire qu'en fait la structure officielle de propriété de TikTok ne reflète en rien le processus de décision. Et c'est tout le problème de ces régimes opaques, c'est que vous pouvez très bien avoir sur le papier une structure de propriété qui est majoritairement à l'extérieur de la Chine. Il n'empêche que dans le fonctionnement, c'est le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, qui va décider des orientations qui seront prises ou qui ne seront pas prises. Et la même chose ressort des 80 réunions qui ont été enregistrées et qui ont donné lieu au TikTok Leaks, c'est que, dans BuzzFeed, c'est qu'en fait, la pratique est la vérité. Ça doit être ça la base de notre approche. La pratique de Gazprom est la vérité de Gazprom, pas la structure officielle. La pratique de TikTok est la vérité de TikTok. Donc sur le papier, ça peut très bien devenir une entreprise européenne basée en Irlande. La question, c'est qui commande concrètement, réellement. Et là-dessus, vous pouvez avoir toutes les garanties sur le papier. Il y aura toujours la même suspicion parce qu'on ne refuse rien aux autorités politiques chinoises. Et que les exemples qui sont faits, on va parler d'Alibaba tout à l'heure, font que personne ne leur refusera rien, qui a des liens avec la Chine et qui donc est forcément dépendant de la bonne volonté du pouvoir politique. Sur les serveurs, encore une fois, vraiment j'insiste, c'est le lieu des serveurs
est moins important que la question de l'accès au serveur et de l'accès aux data. Et là-dessus, c'est pareil, c'est la pratique qui décide. Et je ne veux pas répondre à tout parce que je vais être trop long. L'interdiction, la régulation, c'est la grande question. Moi, je peux juste vous livrer là mon point de vue personnel. Je ne pense pas qu'on en soit aujourd'hui au moment où on va bannir TikTok de l'ensemble du continent européen. Ça ne sera pas ça qui sera décidé. Par contre, il y a des questions de régulation et il y a des questions de réciprocité, vous les avez mentionnées. Et le fait est qu'on risque d'arriver à ce bannissement parce qu'il y a un déséquilibre total dans nos relations avec la Chine. C'est vrai du commerce et c'est vrai de l'information. C'est-à-dire qu'on se met dans une position, c'est la même chose avec la Russie, où en gros il y a un contrôle absolu de toute influence qui pourrait émaner de nos démocraties en Chine, et que nous, on n'a pas du tout la même attitude. C'est tout à notre honneur, mais ça ne doit pas devenir finalement une naïveté. Sur les algorithmes, et là je voudrais juste être un tout petit peu plus long là-dessus, sur les algorithmes, sur votre amendement, je pense que c'est fondamental. Et là-dessus, je veux juste expliquer pourquoi. Et ça ne concerne pas que TikTok, là, par contre. Les algorithmes des plateformes, qui sont les secrets les mieux gardés de ces plateformes, finalement, cherchent quoi? À maximiser votre présence sur la plateforme, à vous attirer, à vous exciter, à vous rendre dépendant. Et donc, on l'a vu, par exemple, ce qui a été révélé des émoticônes sur Facebook, quand la colère est 5 fois plus mise en avant que l'approbation, parce que la colère est plus addictive. Eh bien, c'est ces algorithmes qui dictent, qui sont les lois, en fait, de notre nouvelle agora. Et ça, c'est tout le paradoxe. C'est qu'en fait, notre débat public a désormais lieu dans un espace privé. Enfin, faut essayer de comprendre ce que ça suppose. Voilà, c'est l'opposé de la place publique. Donc, en fait, notre place publique est devenue un espace privé. Notre agora est un lieu privé, régi par des lois que le décideur public, que le législateur ne connaît pas. Et ces lois, c'est ça l'enjeu des algorithmes, et ces lois, eh bien, favorisent l'ébranlement de notre démocratie. Parce que ces lois favorisent les opinions les plus polarisantes et rend addicts et rend drogués au point de vue de la colère. Et donc là, on a une recette pour une catastrophe. Et le régime russe, parce qu'on a plus accès à leur réflexion théorique là-dessus, le régime russe l'a parfaitement compris. C'est-à-dire que le chef d'orchestre de la propagande poutinienne depuis le début du règne de Poutine, qui s'appelle Surkov, vous avez peut-être lu le Mage du Kremlin, il théorise le chaos. Il théorise l'expansion du chaos. Et cette fois-ci, pas dans une fiction, mais dans un véritable article de 2021, Surkov, à ce moment-là, il est responsable de la politique ukrainienne de Poutine, quand même. Surkov, il explique que la seule manière pour la Russie, le régime russe, de continuer à exister, c'est l'expansion du chaos, pour remédier au phénomène récurrent des tensions intérieures. Et donc, le but, c'est l'expansion du chaos. Le but de cette propagande n'est pas d'être crue, mais elle est d'ébranler notre rapport à la vérité. De fait qu'on ne croit plus en rien et qu'on soit en énervement permanent. Eh bien, cette approche-là correspond magnifiquement aux algorithmes des plateformes. Et donc, en fait, on joue, nous, tout le temps sur un terrain extérieur, maintenant. C'est comme si on était une équipe de foot qui passait son temps à jouer à l'extérieur, alors même qu'eux ont bloqué tout l'accès à ces plateformes. Et donc, ils jouent à la maison chez nous. C'est aussi basique que ça, grâce à ces algorithmes, puisque leur approche correspond au terrain de jeu et aux règles et aux lois du terrain de jeu. Et donc là, je veux dire, je veux bien qu'ils aiment beaucoup l'argent et que leur but soit de s'étendre indéfiniment, mais
il y a une contrepartie à cela, je parle des plateformes, il y a une contrepartie à cela, c'est la responsabilité. Parce qu'il y a un moment où le pouvoir public ne peut pas autoriser des acteurs privés à saper comme ça les fondements sur lesquels ils reposent. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que la responsabilité soit imposée. Et là-dessus, d'ailleurs, je dois dire, l'Union européenne, par rapport aux États-Unis, est précurseur. C'est-à-dire qu'on a les États-Unis qui ciblent TikTok, très bien, mais par contre, quand il s'agit de réguler de manière générale les plateformes, eh bien, c'est l'Union européenne qui est en avance là-dessus. Donc, je suis souvent critique sur les positions de l'Union européenne et sur les retards pris à l'allumage des institutions européennes, mais il se trouve que là-dessus, on est en avance. Nous, par exemple, quand on a échangé avec les autorités australiennes, elles enquêtent, elles analysent ce que nous faisons en ce moment, et l'idée, c'est quand même de bâtir une coalition sans les États-Unis sur cette question-là, pour obliger les Américains à réfléchir réellement à l'influence, alors même que, quand même, ils ont eu des images que vous avez toutes et tous vues du Capitole, et que c'est une conséquence notamment des algorithmes des plateformes. Donc, il y a là un enjeu fondamental, et c'est pour ça que votre amendement était fondamental. Merci, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Raphaël Glucksmann, que je partage. Un premier mot sur, a-t-on dit pourquoi on suspendait ou on interdisait l'installation de TikTok sur les outils des fonctionnaires européens? Il faut voir que l'Union européenne, c'est à la fois un grand marché et aussi une construction juridique. Donc elle est toujours extrêmement pointilleuse dans ce qu'elle dit publiquement. Elle n'est pas toujours très politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle le devient, mais elle le devient face aux crises et un peu dans la douleur. Celui qui est allé le plus loin dans l'explication, c'est l'organisme de régulation belge, qui a pris la même décision que d'autres et qui a dit des choses assez claires en disant « TikTok collecte une grande quantité de données auprès des utilisateurs et peut manipuler les flux d'informations et de contenu. La loi chinoise oblige TikTok à coopérer avec les services de renseignement chinois, raison pour laquelle on demande aux fonctionnaires belges de ne plus charger TikTok. » Je vous ai offert gratuitement la traduction d'un communiqué qui est en néerlandais. Et eux, ils sont allés assez frontalement, là où les autres ont été plus vagues, plus généraux. Alors, est-ce que c'est un défaut de mélanger TikTok avec d'autres? Paradoxalement, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que ce qu'on reproche à la Chine de faire au travers de son outil à elle, et Raphaël Glucksmann a raison de dire c'est la pratique qui compte. TikTok est un outil de propagande et d'influence de la Chine. Mais elle le fait aussi à travers les autres plateformes. Elle le fait à travers Twitter, Facebook. J'ai quelque part les chiffres pendant la pandémie de Covid de la manière dont Twitter a essayé de courir après la désinformation, puisque c'était le premier sujet sur lequel les plateformes admettaient que quand il y avait une question de vie ou de mort, elles avaient une responsabilité. Et on y reviendra sur le fait qu'à partir de là, elles ont admis qu'elles n'étaient pas simplement des tuyaux, mais qu'elles avaient une responsabilité. 2019, Twitter bloque environ 500 faux comptes chinois. 2020, je crois que c'est 130 000 et quelques. J'ai le chiffre précis quelque part. Donc, l'influence, la manipulation de l'information, elle passe à travers toutes les plateformes. TikTok en est une, mais c'est loin d'être la seule. Et je considère que l'approche européenne qui souhaite réguler toutes les plateformes, c'est pas une approche lâche qui ne veut pas voir où est la difficulté. C'est une approche de précaution vis-à-vis de tous. Et pour répondre à votre question sur Clover, d'abord, la présentation qui en a été faite est pour le moment extrêmement floue. On sait peu de choses. On sait que TikTok s'engage à avoir des centres de données donc en Irlande et en Norvège.
Alors en Irlande, on sait que c'est pour des raisons fiscales, il n'y a à peu près pas de doute là-dessus. Dire que l'Irlande ferme davantage les yeux que d'autres, c'est de moins en moins vrai. L'autorité de régulation irlandaise peut être piquée au vif, et aussi parce qu'elle est armée aujourd'hui du RGPD et du DSA, fait son travail, c'est elle qui a déclenché 2 procédures d'enquête sur l'utilisation des données par TikTok. On va voir ce qu'elles deviennent, mais en tout cas, elle a l'obligation de le faire aujourd'hui. En revanche, quand TikTok nous dit qu'ils vont avoir un audit indépendant d'une entreprise de cybersécurité, quel audit, sur quels critères, quelle entreprise, on n'en sait rien et c'est probablement pas suffisant pour être rassuré. Sur l'approche qui est celle de la régulation, donc celle qui a été prise d'abord par le RGPD, ensuite par le DSA. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas les tables de la loi gravées dans le marbre, mais c'est un premier pas important, intéressant. Justement parce que, s'agissant du DSA, on n'est plus dans la naïveté de dire les plateformes sont des tuyaux, elles n'ont pas de responsabilité. On les met devant leurs responsabilités. La Commission, les autorités de régulation des États membres doivent avoir accès au Graal, c'est-à-dire aux algorithmes de recommandation. Les plateformes elles-mêmes ont des responsabilités, et là on n'est pas allé assez loin. C'est à elles, en quelque sorte, de faire en sorte d'atténuer les risques de contenus préjudiciables, quels qu'ils soient, évidemment de lutter contre les contenus illégaux. On a d'ailleurs ajouté d'autres réglementations, par exemple sur les contenus terroristes, pour leur donner des obligations spécifiques. On travaille sur les contenus pédopornographiques. Il y a eu une première réglementation qui était, j'allais dire, intérimaire pour éviter qu'on se retrouve sans aucune réglementation. Et maintenant, on travaille sur une réglementation plus durable. C'est à nous de donner des orientations sur ce qui est illégal hors ligne et qui doit devenir complètement en ligne. Est-ce qu'on va assez loin? La vraie question, le vrai test maintenant, pour les très grandes plateformes pour lesquelles le DSA est déjà en vigueur depuis quelques semaines, c'est notre capacité à faire respecter cette réglementation. C'est-à-dire à enquêter, à considérer qu'il y a eu une brèche dans la réglementation et à imposer les sanctions qui peuvent être très significatives puisqu'elles sont de plusieurs pourcentages du chiffre d'affaires mondial de ces plateformes. Donc elles sont véritablement dissuasives à mal se comporter. Et là, on entre dans le moment de test. Est-ce que la Commission, dont ce n'est pas l'ADN immédiat, va être capable de taper du poing sur la table et de dire « là, nous vous avons vu, vous avez été en violation du DSA ». Je dirais que le premier des tests, il est sur Twitter de Elon Musk aujourd'hui. Quand on voit ce que c'est que l'effondrement de la modération de Twitter, quand on voit ce que sont aujourd'hui les algorithmes de recommandation de Twitter qui font que vous avez sur votre fil des choses que vous n'avez jamais sollicitées, il y a évidemment une question à se poser. Au-delà de la question à se poser, il y a un dialogue très ferme à avoir avec Twitter et il y a à faire respecter par Twitter, comme Elon Musk l'avait un peu rapidement promis, le Digital Service Act. C'est un vrai sujet, c'est un vrai instrument qui est sans doute pas le dernier parce que la technologie va vite, mais je pense vraiment que, au-delà de la spécificité de TikTok, les ingérences étrangères, notamment chinoises, passent par toutes les plateformes et que si on bannit TikTok, d'une certaine manière, ça renaîtra autrement et de toute façon, ça prendra d'autres canaux. Sur Russia Today et Sputnik, je partage tout à fait ce que disait le président Malhuret. Pour autant, si on regarde les chiffres de la désinformation d'origine russe qui circulent par des moyens numériques en Europe depuis l'interdiction de Russia Today et de Sputnik, on a donné un coup de pied dans la fourmilière et ça s'est répandu partout ailleurs. C'est extraordinairement compliqué de se dire que la mesure qu'on prend, aussi spectaculaire soit-elle, est suffisante par rapport au but qu'on poursuit. En revanche, la notion de réciprocité qu'on brandit toujours quand on parle de la Chine et qu'on applique peu, parce que les Chinois bannissent le simple mot de réciprocité dans nos échanges, devrait être au cœur de nos échanges avec la Chine. C'est-à-dire qu'accepter
une plateforme comme TikTok et accepter que les plateformes occidentales, elles, ne sont pas représentées en Chine, est un vrai sujet. C'est d'abord un sujet pour les États-Unis, puisqu'il n'y a pas de plateforme européenne. Et on voit bien la réponse américaine qui est de dire on va peut-être bannir TikTok, tout simplement parce qu'il n'y a pas de régulation américaine. Et qu'il y a une concurrence économique, commerciale entre les plateformes américaines et les plateformes chinoises qu'on regarde passer au-dessus de nos têtes. On n'est pas exactement dans la même position que les États-Unis, et les États-Unis se sont mis dans une position où la légitimité de leurs préoccupations est un peu ternie par leur souci de gain ou d'absence de perte commerciale. On l'a dit, aucune plateforme n'est exemplaire, c'est bien pour ça que TikTok, comme les autres, doit passer par le DSA. Quel est l'accès des Chinois à TikTok? Non, il y a un TikTok spécial Chine, qui est encore plus contrôlé, encore plus verrouillé que le véritable TikTok. Mais TikTok sert évidemment à des publics occidentaux, surtout jeunes. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que dans le Digital Services Act, il y a des mesures particulières de protection des mineurs qui sont demandées aux plateformes, et notamment aux très grandes plateformes, à la fois de protection des données, protection sur les contenus. Quand vous êtes une très grande plateforme, qui que vous soyez, vis-à-vis des mineurs, vous avez plus de responsabilités. Sur les contenus pornographiques, je l'ai dit, l'Europe travaille d'abord et avant tout sur les contenus pédopornographiques pour leur faire la chasse. Toutes les plateformes, quelle que soit leur nationalité, vont vous dire que c'est très compliqué, que c'est techniquement infaisable. C'est tout à fait faisable techniquement, simplement ça coûte de l'argent. Et nous leur disons à l'inverse que ne pas le faire, ça leur coûte en réputation. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne assez bien. Et je dirais que sur les contenus pédopornographiques, un certain nombre de plateformes ont mis au point des outils qu'il faut évidemment contrôler pour être sûr qu'ils ne sont pas intrusifs sur notre vie privée. Mais on a un vrai débat au Parlement européen et parfois certains s'y trompent, étant tellement préoccupés par la protection de la vie privée qu'ils seraient prêts à protéger des pédocriminels. Après, ils le font. Et d'ailleurs, ils le font. Et les plateformes, de ce point de vue-là, sont plutôt du côté de ceux qui veulent lutter contre la pédopornographie, parce qu'ils ont bien compris le risque réputationnel auquel ils sont exposés. C'est là où on voit toute l'ambiguïté du dialogue qu'on peut avoir avec eux. Quelle est la richesse réelle de TikTok, au-delà de sa marque, mais la valorisation de sa marque, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est pas les recettes publicitaires, ce sont ses données, les données massives qu'elle obtient sur les personnes. Des données, ça se valorise soit d'un point de vue publicitaire, compris en termes de publicité ciblée, ce que ne fait pas TikTok, en tous les cas dans la partie occidentale. Ça se valorise pour développer un algorithme, alors ça oui, il l'utilise. Puis des données, logiquement, ça peut se revendre, ce qu'ils ne font pas. Donc, quand je regarde la stratégie du gouvernement chinois, et ça nous a été confirmé par les services, nous sommes tous les jours dans les pays européens, américains, pillés sur des bases de données personnelles de nos services publics, avec des moyens d'infraction. Comment le gouvernement chinois se priverait des données concernant plus d'1 milliard d'utilisateurs très précises dans le reste du monde? C'est-à-dire que la question du transfert des données, légale ou pas légale, doit bien exister puisque c'est une source d'information. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait de ces données une fois qu'elles sont prises? Le temps de conservation des données. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand l'Italie a décidé, en tout cas le régulateur italien a décidé de suspendre provisoirement ChatGPT, c'était précisément sur la question du respect ou pas du règlement personnel et aussi des âges de consentement. Et ChatGPT a dit, nous allons relancer la production avec beaucoup moins de données personnelles et avec moins d'historique sur les personnes. L'usage de l'intelligence artificielle, notamment sur la base des données, pose cette question de combien de temps garde-t-on des données. C'est pas simplement où les stocke-t-on, où les analyse-t-on. Et là-dessus, on n'a pas d'éléments. Alors, est-ce que l'approche économique vous paraît
une approche fiable, parce que si on veut comprendre ce qu'est TikTok et à quoi ça sert ou éventuellement à qui ça peut servir, c'est très compliqué. Pour les rares données dont nous disposons, notamment les fameuses données Forbes sur la présence d'employés de l'État chinois dans ByteDance et TikTok, on les a obtenus sur la base des travaux des employés qui sont inscrits sur LinkedIn. C'est les seules bases dont on dispose. Donc, il y a un problème de transparence. Et jusqu'à quel moment on peut accepter qu'une entreprise ne publie pas des comptes, ne publie pas des résultats réels, les bases de ses dépenses et de ses coûts? Ça, c'est un vrai problème, surtout quand on dit que le capital est largement extérieur. Donc, est-ce que cette problématique vous paraît, parce qu'on nous dit souvent pour lutter contre la mafia, il faut la prendre au porte-monnaie. Alors, je n'accuse pas TikTok ou ByteDance d'être la mafia, mais enfin, il y a quand même une absence de transparence qui dépasse très largement la faible transparence qu'il y a sur les grandes plateformes ou les grands groupes numériques internationaux. Merci. Dernier collègue ayant demandé à poser une question, Rémi Cardon. Après, je vous laisserai répondre et conclure, et nous serons arrivés à une heure raisonnable pour lever cette séance. Merci Madame la Présidente. Effectivement, une question avec une mise en contexte, ça a été dit. On doit aussi tous se poser la question de ne pas que se focaliser sur TikTok, parce qu'en fait, si on en regarde l'ancienneté, les plateformes américaines se sont installées, et le business model que tu viens de définir, cher collègue, en réalité, c'est la recherche de volumétrie en termes d'utilisateurs pour s'installer dans une société et après jouer sur des campagnes d'influence. C'est ça le business model. Et puis, par la suite, on a vu les évolutions de Facebook, Instagram et autres. Là, tout de suite, d'être en mesure de vendre de la publicité parce qu'il y a une volumétrie. Puis, par la suite, on a vu les évolutions de Facebook, Instagram et autres. Là, tout de suite, d'être en mesure de vendre de la publicité parce qu'il y a une volumétrie. Puis, par la suite, on a vu les évolutions de Facebook, Instagram et autres. Là, tout de suite, d'être en mesure de vendre de la publicité parce qu'il y a une volumétrie. Puis, par la suite, on a vu les évolutions de Facebook, Instagram et autres. Là, tout de suite, d'être en mesure de vendre de la publicité parce qu'il y a une volumétrie. Puis, par la suite, on a vu les évolutions de Facebook, Instagram et autres. Là, tout de suite, d'être en mesure de... Que d'empêcher d'autres d'arriver sur le marché des plateformes. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que jusqu'à présent, l'Europe est toujours absente de ce débat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise européenne qui fasse le poids. Et puis toujours sur le stockage des données, juste un mot quand même. D'une part, malgré tout, TikTok a commencé à bouger après avoir vu les décisions des institutions européennes, avant avoir vu les décisions des institutions européennes, quand il y a eu les TikTok Leaks, il y a eu une opération damage control. Le patron de TikTok a fait le tour de la commission à Bruxelles. Ça n'a pas extrêmement bien marché, puisqu'il a suffi qu'ils viennent pour que la commission et le Parlement décident qu'on le sortait des outils des fonctionnaires. Il n'a pas dû être ultra convaincant. Donc maintenant, on entend parler du projet Clover et on voit qu'il pourrait y avoir des stockages de données en Europe. Mais c'est juste l'application du RGPD, en fait. C'est-à-dire que le patron de TikTok s'est fait expliquer par la Commission européenne tout ce vis-à-vis de quoi il était en violation. C'est un petit début, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne suffira peut-être pas, mais ça veut tout de même dire, je le pense, que si on a le courage d'aller au-delà de l'adoption de règles, mais qu'on se concentre sur leur mise en œuvre, on a un levier, parce qu'on est 450 millions de consommateurs, parce que TikTok aujourd'hui, c'est, on ne sait pas très bien, 125, 150 millions d'utilisateurs en Europe, c'est-à-dire autant qu'aux États-Unis. Et donc, par définition, TikTok doit prendre en compte ce qui va lui être dit par l'Union européenne. Bon courage aux Britanniques qui ont quitté l'Union européenne. Raphaël Glucksmann. Merci Madame la Présidente, merci pour vos questions. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui vient d'être dit. Juste sur le pantouflage, évidemment, le problème que ça pose, c'est que les réseaux, c'est la connaissance
Et ensuite, c'est la suspicion qui est nécessairement née dans l'opinion, c'est-à-dire quand ces personnes étaient en poste, est-ce qu'ils travaillaient déjà pour leur futur employeur? C'est une question légitime, c'est pas du complotisme là. Par contre, c'est une question légitime qui est éveillée par ce type de bascule qui devient extrêmement fréquent et qui doit être combattu parce que là, j'ai l'impression que la leçon a été tirée pour la Russie. Donc on a poussé les anciens dignitaires qui se livraient à ce genre de pratique avec les grandes entreprises russes à démissionner des boards, mais personne ne semble avoir fait le lien avec la Chine et avec d'autres régimes. La responsabilité des plateformes, alors je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est un premier pas et tout dépend de la manière dont on l'applique. On a une expérience en Europe d'avoir des textes qui souvent sont progressistes et qui ouvrent des nouvelles voies, mais dont l'application laisse à désirer et il va falloir qu'on fasse nous tous, alors là, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, attention à la manière dont sont appliqués les textes qui ont été votés. Qui va enquêter les États, les autorités indépendantes des États et la Commission. Et donc le problème qui se pose, justement, alors là je vais y venir, parce que là, en ce moment même au Parlement européen, moi je suis en train de négocier sur le bannissement des produits de l'esclavage. Donc on peut dire que ça n'a rien à voir, mais l'enjeu, et en fait le système c'est le même. C'est-à-dire que le texte va être bon, j'en suis sûr, on va trouver un compromis, et ça va être un texte très important qui va ouvrir un nouveau champ. La grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit appliqué de manière à peu près harmonieuse à l'échelle de 27 États membres. Donc il faut que la Commission ait une responsabilité. Et donc nous, au Parlement, on explique à la Commission qu'il faut qu'elle arrête d'être timide et qu'elle accepte d'avoir une responsabilité plus forte que ce qui est aujourd'hui écrit dans le texte. Le problème, c'est que vous regardez les gens avec des cernes qui vous parlent et qui vous expliquent qu'ils sont 5 pour contrôler l'ensemble des ports du continent européen et par ailleurs voir si par les 2 personnes qui parlent chinois, eh bien ils ont peut-être 5 minutes de libre pour savoir s'il n'y a pas du dumping quelque part. Donc en fait il y a un vrai problème là qui est qu'on passe des textes qui sont extrêmement importants pour protéger l'espace européen en général et que l'Union européenne, contrairement à la propagande des nationalistes, est sous-dotée. Et qu'on a un vrai problème de faiblesse du budget européen et de faiblesse des instances de contrôle à l'échelle européenne. On parle là de compétences qui sont en train de s'agrandir et tout le monde demande de plus en plus de choses à l'Union européenne. Et il est évident que si on veut protéger l'espace numérique, on ne va pas le faire à l'échelle de la France seule. Si on veut protéger le marché des produits de l'esclavage ou de la déforestation, on ne va pas le faire à l'échelle de la France seule. Mais on va confier de plus en plus de tâches à une administration qui est celle d'un village. Et ça va être compliqué. Voilà, je vais vous le dire, ça va être compliqué de faire face aux armées de lobbyistes ou d'avocats des grandes plateformes, comme ça va être compliqué sur la question des produits qui rentrent sur notre marché. La question de l'objectif et de la nature de l'entreprise. Comme toutes ces plateformes, évidemment, ça a été dit, le but c'est d'abord de s'installer, de se répandre et ensuite peut-être de valoriser sa place dominante. La question qui se pose, c'est que là on est dans le moment de l'expansion et pas encore tout à fait de la valorisation. Et comme on est, je reviens à mon point de départ, dans un système, un écosystème où, pour reprendre les termes d'un éditorial de RIA Novosti, l'agence officielle russe, l'argent n'est pas tout, à propos de Gazprom, il y a une vraie question quand même qui se pose. C'est-à-dire que s'étendre, ça veut dire collecter le plus possible de données, ça veut dire occuper un espace dominant. Si on est dans le même temps au service d'un régime politique dont les intérêts et les principes sont fondamentalement hostiles au domaine dans lequel on s'étend, ça pose une question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va être à la fin considéré comme la véritable valorisation des efforts qui sont produits actuellement? Est-ce que c'est vendre des pubs et donc faire du fric, pour être très basique, ou est-ce que c'est une autre forme de valorisation des données qu'on collecte,
c'est-à-dire une valorisation d'essence plus politique. Et dans ce cas-là, ça pose un danger plus grand pour la sécurité de nos nations.